Nous sommes sur un pont un peu à l'extérieur de la ville. Je me demandais ce que je voyais sur la carte. C'est la voie verte. Nous voilà de retour dans les campagnes. On a laissé la ville d'Auxerre derrière nous. On laisse Auxerre derrière nous. On aura parcouru la ville de long en large. Revoilà des vignes. La prononciation correcte était évidemment Auxerre, qui se prononce comme la ville de Bruxelles en fait, et non pas de la manière dont je l'aurais écorché jusqu'à présent. Lorsque je suis arrivé hier au camping d'Auxerre, j'ai remarqué que ce camping était tout à fait dévasté, couvert de tags abandonnés, des herbes hautes, des arbres jonchant le sol, et malgré tout quelques caravanes, des gens qui vivaient là, et qui m'ont dit de loin que le camping avait fait faillite. J'ai découvert plus tard que ce n'était pas vrai, qu'en réalité ce sont des Chinois qui ont racheté l'endroit parce qu'il existe un stade de football de l'autre côté de la rue et qu'ils comptent y faire des aménagements. Qu'est-ce que le football, vous demandez? Oh, c'est une espèce d'activité que les êtres humains pratiquent et qui consiste à se renvoyer un ballon et c'est une sorte de religion pour eux, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Hier, je suis donc revenu sur mes pas, quelque peu dépité, mais je dois dire, après toutes ces aventures, quand même confiant dans ma bonne étoile, je suis allé dans un café, demander à la dame qui travaillait là si elle ne connaissait pas un endroit où les pèlerins peuvent passer la nuit, étant donné que Auxerre est officiellement sur la voie de Vézelay. Et elle n'en savait rien, mais deux hommes se sont approchés de moi, et ils ont commencé à m'expliquer que je devais suivre cette rue, passer sous le pont, aller jusqu'à la gendarmerie nationale, tourner à gauche, suivre le boulevard, suivre les arbres. Et puis ils se sont disputés, ils ont dit mais non, s'il va par là, il va arriver par derrière, il faut qu'il arrive par devant. Et au final, j'ai suivi leurs indications. Ces gens étaient vraiment pleins d'hospitalité. L'un d'eux m'a même offert à boire. Il était un petit peu contrarié que je ne boive pas d'alcool. Mais ça m'a fait du bien de m'arrêter dans ce café, de boire un coup. Voilà mon sac qui vient de repartir en randonnée sans moi, il va falloir que je le rattrape. Et puis je me suis mis à suivre leurs indications, je cherchais une certaine place Saint-Martin, et je me suis rendu compte que personne ne connaissait le nom de cet endroit. Et j'ai fini par me demander si ces deux hommes ne s'étaient pas joués de moi. Mes pas m'ont amené par hasard, il était 19h15 à ce moment-là, devant l'office de tourisme, qui était en train d'être fermé par les deux dames qui y travaillaient. Comme je leur explique ma situation, elles acquiescent et elles me disent oui, l'endroit que vous cherchez, c'est en fait la maison des randonneurs. Et bien elles m'ont donné l'adresse exacte, j'y suis allé et j'ai pu y passer une bonne nuit. Ce matin, après un petit déjeuner copieux, eh bien je suis allé vers le nord, soit la direction opposée à celle qui m'intéresse, le sud, celle de Vézelay, pour aller chez Decathlon. J'aurais marché les 3 kilomètres qui me séparaient de cet endroit, de ce magasin, pour finalement me rendre compte que Decathlon n'avait plus la seule paire de chaussettes qu'il me fallait, quelle que soit la marque. C'était une avec les orteils qui sont découplés du reste de la chaussette. Parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je randonne depuis tout ce temps avec des sandales. Ce qui me vaut parfois des regards très... les gens sont parfois très étonnés, mais après tout, pourquoi pas. Les gens ont marché dans l'Antiquité avec des sandales pendant des siècles, des milliers d'années. Et puis, aujourd'hui encore, il y a des marques spécialisées qui fabriquent des sandales exprès pour la randonnée. Ça se connaît pas beaucoup apparemment. Et donc, je me suis résolu à quand même acheter une paire de chaussettes, parce que j'en ai besoin, et je la porte en ce moment. Et je dois dire que c'est pas très confortable, mais je crois qu'elles sont en train de s'assouplir. Et donc voilà. Merci Decathlon de ne pas avoir tes stocks en ordre. C'est important d'avoir du bon matériel pour randonner. C'est aussi important de ne pas perdre son matériel. Ben dans ce village, ils ont tous construit la même maison.
On dirait une cité. On va longer ce canal pendant quelque temps. Est-ce que ça signifie que les moustiques sont de retour? Promenade le long du canal. C'est la cabane de Radagast. On arrive à Champs-sur-Yonne. Vous voyez ce que je vois? C'est une écluse. J'ai discuté un peu avec le monsieur qui fait passer les bateaux par l'écluse. Il fait ça tout l'été. La chance. Veut dire que moi je vais en Espagne. À pied. Mon détour vers Decathlon m'aura coûté 6 km. Alors plutôt que de faire une étape de 20 km vers Irancy, j'en fais une de 15 vers Vincelles. Et on rattrapera la voie de Vézelay demain. Aujourd'hui, je vais me promener le long de ce canal, jusque Vincelles, et c'est très paisible. Et ces deux signes, ils sont d'accord avec moi. Bah mince, c'était des oies. Il y a longtemps, je regardais un documentaire sur des oiseaux qui vivent au Royaume-Uni. Dans cette espèce particulière, les oiseaux fabriquent un nid en forme de gourde. Bien qu'en réalité ce soit le mâle qui fabrique le nid, et qu'une fois qu'il est terminé, la femelle vient le visiter, et si elle aime ce que le mâle a fabriqué, eh bien, elle reste avec lui, et ils finissent par s'accoupler. Les scientifiques ont alors remarqué que la plupart des mâles, chez ces oiseaux, la plupart des jeunes mâles passent le printemps seuls, parce que les femelles préfèrent des mâles plus âgés, plus expérimentés, qui sont capables de construire un nid qui est plus confortable, plus élaboré. Toute ressemblance avec l'espèce humaine est purement fortuite. J'ai aussi entendu dire, si c'est vrai, qu'il n'y aurait pas deux araignées au monde qui tisseraient sa toile exactement de la même manière. Cela signifie que les êtres sensibles, quels qu'ils soient, ne sont pas nés avec la science infuse. Ils doivent tous apprendre à utiliser leur énergie de manière correcte. Ils doivent apprendre à fabriquer leur nid ou à tisser leur toile. Si on regarde l'espèce humaine, on voit que chacun d'entre nous essaye d'être heureux et fait des efforts pour atteindre ce bonheur. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, à une époque nous étions des pierres et aujourd'hui nous tirons des missiles. Il semblerait que nous répétions les mêmes erreurs encore et encore sans jamais parvenir à trouver l'équilibre. L'humain est particulièrement fier de son intellect, qu'il considère comme étant supérieur à la plupart des animaux. Nous nous considérons supérieurs à la plupart des animaux, je ne sais pas si nous avons raison. Ce qui me paraît évident, c'est que nous n'arrivons pas à utiliser notre énergie mentale de manière correcte. Nous finissons toujours par nous blesser avec elle. Nous finissons par créer la souffrance. Puis nous agissons à partir de cette souffrance et créons du désordre dans le monde. Il me semble que tous les problèmes de l'humanité, qui pouvaient être résolus par la pensée, ont déjà été résolus par la pensée. Et que tous les problèmes qui subsistent
sont en réalité causées par la pensée elle-même, que sur toutes les scènes de crime, on retrouve le même coupable, la pensée. À Pearl Harbor, à Hiroshima, à Nagasaki. Dans le cerveau des grands sociopathes modernes, comme Bush, Obama, Biden, Poutine, Macron, il me semble que dans tous ces cerveaux, on retrouve le même coupable, qui est la pensée. Si on veut nuire à quelqu'un, il faut en avoir l'intention. Il faut avoir l'intention de blesser l'autre, de le détruire. C'est ça le mouvement de la violence. Si je m'étire et que du revers de la main je viens vous frapper au visage, vous ne diriez pas de moi que je suis quelqu'un d'hostile, mais quelqu'un de particulièrement maladroit. Comment utiliser la pensée à bon escient? Puisque la pensée est la source de notre action, dès lors, quelle est l'action correcte? Comment pouvons-nous apprendre à différencier quelle est la bonne pensée de la mauvaise pensée? À cette question, immédiatement, la pensée surgit et elle dit « Je m'en occupe. Je vais t'expliquer comment tu dois penser et comment tu dois agir. Selon mes croyances, chrétiennes, juives, musulmanes, bouddhistes, athées, agnostiques, de droite, de gauche, selon ma culture européenne ou asiatique, voilà comment tu devrais agir. » Et ce faisant, la pensée nous a divisés, elle nous a dressés les uns contre les autres, elle nous a amenés à la guerre, et la guerre vient détruire toutes ces choses utiles que la pensée avait créées au préalable. Dès lors, à nouveau, comment apprendre à différencier la bonne pensée de la mauvaise pensée? Il me semble que la pensée ne peut pas faire sa propre autocritique objective, qu'on ne peut pas raisonner, comme on nous l'apprend à l'école, pour démontrer que tel raisonnement est correct ou incorrect. Il me semble que Marx ne peut pas regarder son propre travail, le Capital, et y trouver toutes les inadéquations. Il me semble que la pensée, à la manière d'un sabre, ne peut pas se trancher elle-même. Elle ne peut pas faire sa propre critique objective. Dès lors, ne nous faudrait-il pas utiliser autre chose que la pensée? Quelque chose qui est en amont de tout en réalité, la conscience. Je propose que toutes les pensées que vous ayez à propos des chrétiens, des musulmans, des juifs, des athées, des Israéliens, des Palestiniens, à propos de Bush, d'Obama, de Biden, de Macron ou de Poutine, à propos des riches ou des pauvres, des gens de droite ou de gauche, à propos des vivants ou des morts, que toutes les pensées que vous ayez, qui viennent perturber votre organisme, sont en réalité la mauvaise pensée. Non pas selon vos croyances religieuses, politiques, culturelles ou philosophiques, non pas en réalité selon des croyances, mais selon la réalité de ce qui peut être ressenti ici et maintenant dans l'organisme. Nos mauvaises pensées viennent détruire notre bonheur en fait. Elles viennent détruire notre équilibre intérieur.